Bien heureuse de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Donc, on a décidé d'attendre un peu puisqu'on a des gens qui sont un peu en retard ce matin, mais on continue d'arriver. Ceci dit, on s'est dit qu'on allait arrêter de vous faire attendre puisque vous étiez à l'heure. Nous allons donc commencer. Pour commencer ce colloque, je vais d'abord inviter le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, M. Étienne Alexis Boucher, à venir prendre la parole. M. Boucher est le président du Mouvement national depuis 2017. Il est membre du conseil d'administration depuis 2016. Il est également président de la Société nationale de l'Estrie depuis sa fondation en 2015 et un bachelier en sciences politiques de l'Université de Montréal. Et donc, il a été conseiller municipal de 2003 à 2006 et ensuite député de Johnson à l'Assemblée nationale de 2008 à 2012. M. Boucher, à vous la parole. Je vous remercie beaucoup, Mme Desjardins. D'ailleurs, c'était ma première représentation publique à titre de président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois en 2017, alors que j'avais été élu la veille du colloque de l'IRQ. Ça fait toujours donc un immense plaisir de me retrouver parmi vous. Et cette fois-ci, aujourd'hui, pour participer à ce colloque qui s'est imposé depuis maintenant 12 ans comme un rendez-vous incontournable de la pensée nationaliste québécoise. Chaque année, nous rassemblons des intellectuels et des penseurs pour éclairer notre situation nationale. Chaque année, avec eux, et avec vous bien sûr, nous progressons dans notre compréhension du Québec, en ayant toujours en tête de défendre ses intérêts et son identité. C'est un travail de longue haleine que nous menons ici. Quoi qu'on en dise, le travail de la pensée est fondamental. C'est grâce à lui qu'il nous est possible d'agir à moyen et long terme sans se laisser détourner de nos ambitions les plus fondamentales. À l'origine des grandes actions, il y a toujours de grandes idées. Depuis maintenant plus d'1 an, le Québec est engagé dans un nouveau cycle politique. Les nationalistes ont repris le pouvoir, même s'ils sont de la tendance autonomiste plutôt que souverainiste. Collectivement, c'est bien sûr un détour que nous prenons. Mais l'essentiel est pourtant là. Nous avons recommencé à avancer. Nous avons recommencé à marcher. Le gouvernement Legault devait passer un test dans sa première année, celui de la laïcité. Puis je pense qu'il faut bien le dire, il a impressionné les Québécoises et les Québécois en se tenant debout. Après 15 ans de soumission libérale, nous retrouvons enfin le goût de la fierté québécoise. Nous avons remporté une bataille, la première depuis longtemps, mais seulement la première d'une longue suite, j'espère. Nous venons de faire la preuve que notre nation, lorsqu'elle se rassemble, elle peut faire des gains. C'est la grande leçon de la dernière année. Le peuple québécois est de retour. Il veut agir collectivement, il veut affirmer son identité, il ne veut plus s'aplatir devant le régime fédéral qui voudrait bien le convaincre que c'est en disparaissant, une bonne fois pour toutes, qu'il sera enfin digne d'estime. Vous êtes nombreux dans cette salle à avoir contribué à cette victoire. Vous avez tenu le fort durant des années difficiles. Vous avez fait renaître des idées oubliées. Vous avez gardé vivantes des aspirations que le système médiatique voulait faire passer pour désuètes. On peut vous remercier. Évidemment, le régime fédéral cherchera à démanteler la loi 21 comme il a méthodiquement attaqué la loi 101. Mais nous sommes prêts à mener la bataille. D'ailleurs, la loi 21 ne parlait pas que de laïcité. Elle rappelait surtout que le Québec est maître chez lui et en droit de définir son propre modèle d'intégration sans se soumettre aux paramètres du multiculturalisme canadien. Nous pourrons d'ailleurs compter, pour mener cette bataille, sur l'appui d'un grand nombre de députés élus sous la bannière du Bloc le 21 octobre dernier. La loi 21, de ce point de vue, représente certainement le point d'aboutissement des débats menés au Québec depuis la crise des accommodements raisonnables qui remonte aux années 2005, 2006, 2007, donc il y a de cela plus de 10 ans. Elle représente une étape importante dans notre histoire récente, mais elle ne saurait représenter le point final de notre réaffirmation identitaire. Au contraire. En fait, la loi 101 est un socle à partir duquel il faudra bâtir.
Elle marque une rupture claire avec le multiculturalisme canadien, qui, après avoir contesté le statut de peuple fondateur du Québec au Canada, conteste désormais le statut fondateur de la majorité historique francophone au Québec. Oui, le Québec a commencé sa rupture avec le multiculturalisme. La laïcité nous a redonné une emprise sur notre identité. Mais il faudra aller plus loin, bien sûr. Et tel est le programme de ce colloque. Que veut dire agir pour notre identité après la loi 21? Quelles sont les prochaines étapes de notre affirmation nationale et collective? Voilà pourquoi nous aborderons des questions aussi variées que l'accueil et l'intégration des immigrants, la promotion de la langue française, la transmission de la culture et de la littérature québécoise, les rapports entre la solidarité sociale et l'identité nationale, ou l'avenir de la liberté d'expression. Le peuple québécois doit apprendre à se redéfinir en fonction de lui-même et non plus en fonction du petit espace, toujours plus étroit, que lui concède le régime canadien. Il doit se construire en fonction de ses propres intérêts et aspirations. Pour reprendre une belle formule, il ne faut pas juste sortir le Québec du Canada, il faut aussi sortir le Canada du Québec. Nous sommes nationalistes, il faut le dire et le redire. Notre époque redécouvre l'importance des peuples, des frontières et des États. Notre époque ne croit plus en la simple mondialisation heureuse. Évidemment, nous croyons en l'amitié entre les nations et je pense que nous pouvons être fiers d'être une nation des plus hospitalières. Mais nous savons aussi que la condition première d'un monde en ordre est un monde où les nations disposent pleinement de leur destin. L'aspiration nationale n'est pas morte. Pour s'en convaincre, il suffit de voir nos amis catalans manifester par centaines de milliers au nom de leur droit à l'autodétermination nationale. Nous sommes évidemment solidaires de cette nation qui se bat sans jamais trahir les idéaux démocratiques contre un État qui mise tout simplement sur la matraque pour faire taire un des peuples qui lui est associé. Et notre lutte ici est exemplaire. Notre peuple a pris racine en Amérique il y a plus de 400 ans. Et il tient tête à la fois à l'Empire américain et au nation building canadien, pardonnez l'anglicisme, qui s'obstine à nier son existence. Nous savons tous, nous, que le nationalisme est indissociable de l'indépendance politique québécoise. Nous savons, nous, que le Québec doit assumer pleinement son destin, que nous devons être pleinement maîtres chez nous. Nous savons que le Québec a le devoir et les moyens d'exercer l'ensemble de ses pouvoirs. Nous le savons, mais nous ne l'oublierons pas. Mais nous savons aussi que bien des Québécoises et des Québécois l'ont oublié avec le temps. Dans notre époque qui perd la mémoire, au bout de 48 heures des fois, ils sont nombreux à avoir perdu le souvenir des échecs constitutionnels qui en avaient conduit plusieurs parmi les nôtres à se tourner vers l'indépendance politique. Qui se souvient de l'échec de Mitch? Qui se souvient de l'échec de Charlottetown? Vous vous en souvenez? Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Les nouvelles générations doivent faire l'expérience du caractère irréconciliable entre l'affirmation de l'identité québécoise et le maintien du lien avec le Canada. Nous sommes convaincus d'une chose. Plus le Québec s'affirmera, plus il reprendra envie de réaliser de grands projets. Une chose est certaine, notre rencontre d'aujourd'hui contribuera à clarifier notre compréhension des enjeux. Elle nous permettra de voir plus loin, de penser plus loin. Elle nous permettra, je l'espère, d'ouvrir de nouveaux chantiers dans lesquels les militants nationalistes de tous les partis pourront s'engager. Au nom de l'Institut de recherche sur le Québec et du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, je vous souhaite à tous et toutes un excellent colloque. Merci. Merci beaucoup, M. Boucher. Donc, c'est bien lancé. On a plusieurs conférences ce matin, énormément, en fait, de personnes qui vont venir vous parler. Et à chaque fois, vous allez avoir la chance de poser vos questions, d'émettre vos commentaires. L'année passée, je n'étais pas là, donc si vous y étiez, vous avez peut-être oublié mes consignes.
Vous pouvez vous rendre au micro, vous donner vos commentaires et questions. Vous avez 2 minutes pour le faire parce qu'on aimerait en prendre le plus possible, évidemment, avoir également des réponses. Ça va? Vous allez voir, on va tenir aussi le même temps pour les conférenciers. Ils ont un temps limite pour vous adresser la parole et par la suite, évidemment, écouter vos questions et commentaires. Et donc, on va commencer avec cette première table ronde. C'est le retour, donc, sur la question linguistique. François Côté, avocat, conférencier international et chargé de cours en droit au Collège Técart ainsi qu'à l'Université de Sherbrooke. Il complète actuellement une thèse de doctorat en droit. Il est auteur et co-auteur de plusieurs études sur la tradition juridique civiliste, la laïcité, la langue française et le caractère distinct du droit québécois. Il intervient régulièrement en commission parlementaire à l'Assemblée nationale sur ces enjeux notamment. Il a publié plusieurs travaux sur ces sujets au Québec et au Canada anglais, en Europe et en Asie. Hein, il ne chôme pas, M. Côté. Il a en outre mené avec succès en mai 2018 la contestation professionnelle des avocats du Québec contre le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal en Assemblée générale extraordinaire exigeant le retrait de leur recours, cherchant à faire invalider judiciairement le droit québécois au nom du bilinguisme constitutionnel canadien. On se souvient tous de cette saga. Bravo, M. Côté. Donc, vous avez commis une erreur, vous avez cédé le micro à un avocat. Donc, mesdames, messieurs, chers confrères et consoeurs, partenaires alliés et amis, je vous dis bien le bonjour à tous. C'est un grand honneur et un profond privilège pour moi que de prendre la parole devant vous ce matin pour vous exposer le fruit de mes plus récents travaux sur un, sinon le sujet lié de plus près possible à la notion même d'identité québécoise, soit le statut de la langue française au Québec. C'est également l'occasion pour moi de vous annoncer, un peu en avant-primeur, le fruit de notre travail, mon premier bébé intellectuel en tant que directeur de projet et auteur principal, mon premier livre intitulé « Restaurer le français langue officielle » qui va être publié par l'Institut de recherche du Québec au courant de début 2020. Donc, ça va être un petit ouvrage ciblé que j'ai réalisé aux côtés de mon mentor, directeur de thèse et grand ami, le professeur Guillaume Rousseau. Et avant toute chose, je tiens à remercier sincèrement l'Institut de recherche sur le Québec, son directeur de recherche, le professeur Mathieu Bock-Côté, pour leur invitation, ainsi que Mme Martine Desjardins et M. Étienne Alexis Boucher du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, à qui nous devons ce vaste projet qui nous aura mobilisés pendant plus de 2 ans. Et sans eux, qui n'auraient jamais pu voir le jour. Si je suis ici devant vous ce matin pour vous parler, c'est grâce à eux. Vous savez donc à qui allez vous plaindre. Il y a quelques semaines, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, affirmait par mégarde en entrevue que le Québec serait officiellement un État bilingue. Ça a provoqué du même coup une réaction politico-médiatique. Or, sans s'en rendre compte, la ministre Lebel avait, en fin de compte, raison. Le français n'est pas la langue officielle du Québec aujourd'hui, en 2019. La langue officielle, les langues, en fait, le Québec est officiellement bilingue et il l'est depuis plus de 40 ans. Disons-le tout de suite, nous dressons ce constat pour nous en désoler et pour le dénoncer. Ce n'est pas une bonne chose. Le français devrait être la langue officielle du Québec, mais dans l'état actuel du droit et sous la forme actuelle de la Charte de la langue française, cette prétention n'est pas adéquatement soutenue dans la réalité. Tout cela remonte à l'arrêt Blakey, une décision de la Cour suprême du Canada rendue en 1979. Je vous épargne les subtilités juridiques par manque de temps et de café ce matin, mais nous l'expliquerons en long et en large dans notre ouvrage. Procurez-le vous. On va se contenter ce matin d'un bref résumé. Lors de son adoption en 1977, la Charte de la langue française proposait effectivement de faire du français la langue officielle du droit, à savoir de la législation et des décisions judiciaires, au travers de son chapitre 3, articles 7 à 13.
Bien sûr, cette proclamation qui plaçait le français comme seule langue officielle de l'expression de l'État s'accompagnait d'une nécessaire obligation de traduction de nos lois et de nos décisions en langue anglaise, car il ne saurait jamais être question d'ignorer ou de nier notre propre minorité anglophone. Le français n'est pas la langue exclusive, il est la langue commune. Nuance. Cependant, cette prétention nationale sera cassée par la Cour suprême du Canada en 1979, où des intérêts privés anglo-montréalais et le gouvernement fédéral auront poursuivi le gouvernement du Québec jusqu'à la Cour suprême à Ottawa pour réclamer l'invalidation de cette déclaration d'officialité de la langue française. La Cour suprême tranche donc et décrète que, en vertu de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867, les lois du Québec doivent être en bilingue, version officielle française et anglaise. L'ennui, en fait, du coup, depuis 1979, les lois du Québec sont de version officielle française et anglaise, et on ne peut plus prétendre que le français est la langue officielle du Québec. Concrètement, comme tout se passe en français à l'Assemblée nationale, ça demeure quand même une réalité empirique et mesurable. Cela signifie que toutes nos lois sont traduites en anglais et que cette traduction se retrouve à être investie de la même et égale valeur officielle que la version française. C'est un problème et on va voir pourquoi dans quelques instants. Cette situation, qui n'a pour seul mérite, à mon avis, que de donner bonne conscience politique aux tenants d'une vision théorisée du fédéralisme canadien, disons-le franchement divorcé de la réalité empirique, génère une grande quantité de problèmes et nous allons en aborder 3. Premièrement, un problème de nature symbolique que l'on aurait tort d'ignorer. L'histoire et les nations se construisent autour des symboles. Il ne faut jamais le perdre de vue. Or, en envoyant le symbole que l'expression formelle de l'État du Québec peut se passer alternativement en français ou en anglais, que le français n'est qu'une langue officielle qui est somme toute facultative, optionnelle, égale aux côtés de l'anglais, on envoie un message absolument la définition même du mauvais exemple au niveau de la valeur d'exemple pour les nouveaux arrivants, naissance et immigration qui renouvellent la population. Après tout, pourquoi se donner la peine d'apprendre le français, d'intégrer la majorité nationale, si l'État, au sommet de la pyramide de la nation, s'exprime lui-même en français et ou en anglais? Deuxièmement, un problème démocratique. Il y a un profond malaise dans le fait d'investir une traduction de la même valeur officielle que la loi qui a fait l'objet du débat démocratique et qui a été adoptée par nos députés. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale font un travail remarquable et on ne saurait pas remettre en question leurs compétences, mais ils ne sont pas élus, ils ne sont pas redevables à la population et surtout, ils ne sont pas les auteurs du message législatif derrière un projet de loi. Ils ne peuvent pas, de par leur position, être capables de relayer la même intention que le législateur qui vote une loi. Ils sont, et je le dis avec le plus grand respect pour leur fonction, beaucoup plus des techniciens que des décideurs. Or, la démocratie, n'en déplaise à certains, n'est pas une affaire de techniciens, c'est une affaire de décision nationale et sociale, d'abord et avant tout, qui doit se matérialiser au travers de la loi. Ensuite, en matière de traduction, on va rester. Un autre élément que je ne veux pas oublier, c'est que, en réalité empirique à l'Assemblée nationale, vous écouterez le canal de l'Assemblée nationale, ça se passe en français. Ce sont les projets de loi en français qui font l'objet de discussions. Vous avez suivi la loi sur la laïcité de l'État. On n'a pas vraiment débattu, en fait, on n'a pas du tout débattu des versions anglaises. On parle uniquement des versions françaises. Parce que la députation à l'Assemblée nationale est francophone et c'est normal que ça s'y passe en français. Pourtant, à la toute fin du parcours, on vient greffer une version anglaise qui n'a pas été discutée, qui n'a pas fait l'objet d'un consensus démocratique, qui ne représente pas la volonté du législateur représentant de la nation, mais on l'investit d'une force officielle. C'est un problème. Et également un problème juridique. Parce que, au plan du droit appliqué, cette situation pose un problème des plus concrets. Où se situe le sens de la loi en cas de divergence entre deux versions linguistiques d'un même énoncé démocratique?
Dans un État de droit comme le Québec civiliste, où notre droit est écrit, cette situation est loin de relever de la pure abstraction. Notre Code civil, par exemple, la loi la plus fondamentale et basale qui soit dans notre système juridique, comporte plus de 3000 articles, forts de plus de 200 000 mots. Même avec un taux d'identité sémantique de 99%, ça laisse quand même place à des milliers de divergences potentielles qui font dire jour ou nuit, dépendamment de la version qu'on lit de la loi. Et ce n'est pas qu'un problème abstrait. En 2014, le ministère de la Justice avait relevé, tenez-vous bien, pas moins de 4000 divergences sémantiques entre les versions françaises et anglaises de notre code. Cette situation d'indétermination sémantique, où le sens de la loi est inaccessible en raison de son énoncé en plusieurs langues, est bien connue au sein de la communauté juridique, et elle a donné naissance à un bon nombre de démarches au courant des dernières années à la recherche d'une résolution. Et l'avant-dernier chapitre, parce que le dernier c'est avec vous ici maintenant bien sûr, mais l'avant-dernier chapitre de cette saga, c'est en 2018, lorsque le barreau du Québec avait tenté de déposer un recours judiciaire pour faire invalider la totalité du droit québécois au motif qu'il ne serait pas conforme à l'obligation constitutionnelle de bilinguisme. Sous cette prétention, se juchait l'avis juridique de l'ancien juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, qui disait que, en fin de compte, pour bien respecter le droit constitutionnel canadien, l'Assemblée nationale devrait complètement se bilinguiser. Nos députés devraient intervenir en français et en anglais, devraient débattre en français et en anglais, il devrait y avoir de l'anglais et la traduction simultanée en français, pour prendre l'expression de nos politiciens, comme langue officielle. Et donc, on demandait à ce que l'Assemblée nationale s'anglicise, se bilinguise pour être conforme à la théorie fédérale. Naturellement, cette décision du barreau a soulevé un tollé de protestation et un gros mouvement de contestation, non seulement au sein de la population, mais également même au sein de la profession d'avocat au Québec. J'ai eu l'honneur de diriger le mouvement et de réaliser ce qui s'approche le plus d'une tentative de révolution professionnelle. On a déclenché une assemblée générale extraordinaire, on a désavoué le barreau et on l'a forcé à reculer. Ce fut une entreprise demandante et qu'on a réussi à obtenir pour éviter l'écueil, mais on en reste quand même avec un problème. L'officialité égale du droit dans deux versions est problématique. Sauf qu'on ne s'arrête pas à simplement constater un problème, on va également proposer des voies pour en sortir. Il existe d'autres solutions que celles préconisées par le barreau pour rétablir l'ordre et la certitude juridique et la primauté du français dans notre droit, en réponse à l'indétermination sémantique du bilinguisme constitutionnel. Des solutions qui viendraient du même coup répondre aux problèmes politiques et symboliques qui affligent actuellement le droit linguistique dans le cadre constitutionnel canadien. Nous en proposons 3. Parfaitement légitimes et parfaitement légales pour y parvenir. La première, la plus facile, mais qui nécessite la coopération du gouvernement fédéral, serait de modifier la Constitution avec un accord bilatéral Québec-Ottawa. La seconde, plus politiquement délicate dans les relations Québec-Ottawa, consisterait à invoquer le pouvoir du Québec de modifier lui-même sa propre Constitution, parce que, oh oui, on a ce pouvoir, pour arriver au même résultat sans même avoir à se soucier d'obtenir l'accord d'Ottawa. Et finalement, la troisième solution serait ni plus ni moins que tout simplement cesser de reconnaître l'autorité de l'arrêt Blakey parce que l'Assemblée nationale a toute la légitimité et le pouvoir nécessaire pour restaurer la Charte de la langue française en matière de langue officielle à sa version de 1978 sans s'estimer lié, tenu par un jugement datant de plus de 40 ans qui, on le démontre, ne tient plus la route d'un point de vue autorité. Je dis ça en toute déférence envers l'appareil judiciaire, bien sûr, mais il s'est passé plus de 40 ans de nouveaux développements théoriques, doctrinaux, juridiques, législatifs, qui font que l'autorité de cette décision de 1979 par la Cour suprême du Canada est éminemment contestable aujourd'hui. Commençons par la première option, la modification bilatérale, la voie la plus facile qui nécessite quand même la coopération d'Ottawa. Ça va dépendre du contexte politique. Avec Justin Trudeau aux commandes, on peut se poser des questions sur la faisabilité d'une telle entreprise, mais n'oublions pas qu'on est face à un gouvernement minoritaire en ce moment. Des concessions peuvent être obtenues. Et surtout, n'oublions pas qu'un gouvernement minoritaire n'a pas une espérance de vie illimitée. Donc, un changement au Parlement à Ottawa pourrait rebrasser les cartes.
Ceci dit, donc, depuis le régime de 1982, car même s'il nous a été enfoncé dans la gorge, nous n'allons certainement pas nous gêner de l'utiliser pour défendre nos intérêts sans avoir à le reconnaître comme légitime pour autant, il existe une nouvelle série de dispositions constitutionnelles qui ont été prévues pour mettre en place une procédure d'amendement qui n'existait pas en 1979, qui permet à une province de modifier le droit constitutionnel avec uniquement l'accord d'Ottawa lorsqu'il est question d'une disposition qui ne la concerne que elle et elle seulement. Il y a de nombreux précédents et avantages à une telle procédure. Et c'est notamment avec cette démarche que nous avons aboli nos commissions scolaires confessionnelles pour installer des commissions scolaires linguistiques. Donc ça a déjà marché et on a instauré des commissions scolaires linguistiques plutôt que religieuses grâce à cette procédure. Quoique, lorsqu'on regarde la position de la commission English Montreal sur le dossier de la laïcité, on peut se demander s'ils ont bel et bien évacué la religion de l'école, mais c'est un autre dossier. En outre, soulignons-le, cette voie ne requiert pas de devoir aller chercher l'autorisation des provinces anglophones, ce qui nous permettrait d'éviter de répéter les catastrophes qu'auront constitué le Lac-Meech et Charlottetown, où ce sont les provinces anglo-canadiennes qui ont refusé la réintégration du Québec dans le cadre fédéral canadien dans des conditions qui auraient convenu au Québec et au gouvernement fédéral dirigé par Brian Mulroney à l'époque. Bien sûr, comme je le disais, la possibilité de procéder de la sorte est indissociable du climat régnant entre Québec et Ottawa, mais elle demeure faisable et elle n'est pas si éloignée. Mais surtout, elle est loin d'être la seule option possible. Nous pouvons nous en prévaloir pour des raisons de bonne entente politique avec le gouvernement fédéral, mais nous n'en avons pas besoin. Ce qui nous amène à la seconde option. Voilà. Le pouvoir du Québec de modifier unilatéralement sa propre constitution, soit l'organisation interne de son propre État, en ce qui ne le concerne que lui et exclusivement lui. Procéder de la sorte serait peut-être considéré politiquement défiant, mais cette démarche aurait le mérite de ne recourir ni la bénédiction des autres provinces, ni la bénédiction d'Ottawa. Car rappelons-le, même fédéré, le Québec est d'abord et avant tout un État. Et le droit constitutionnel canadien lui reconnaît la capacité de modifier sa structure interne. Et il y a d'ailleurs des précédents en ce sens. Mentionnons-en deux. Premièrement, l'arrêt SEFPO, S-E-F-P-O, Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, rendu en 1987. Dans cette affaire, il était question du droit du gouvernement ontarien d'empêcher ses fonctionnaires de participer aux élections fédérales. C'est allé jusqu'en Cour suprême, et les tribunaux ont dit que non, l'Assemblée législative ontarienne avait le droit d'organiser sa propre structure interne, même s'il n'y avait rien d'écrit dans le texte de la Constitution formelle. Donc, la Constitution déborde les textes pour rejoindre les compétences. Et ensuite, la Cour émettait une limite. La seule chose que les provinces ne peuvent pas toucher, il y en a 3. Ils ne peuvent pas toucher ce qui relève des compétences partagées avec le fédéral ou les autres provinces. Les provinces ne peuvent pas jouer dans les plates-bandes des autres, d'accord. Ne peuvent pas toucher au principe fédéral, l'organisation même de l'État, ni aux charges monarchiques, reine et lieutenant-gouverneur. Or, ces limites, qui ne nous intéressent absolument pas en matière de droit linguistique, le pouvoir de modification est présent. Nous pouvons agir. Déjà, il y a un renversement partiel de l'arrêt Blakey, mais ce n'est pas tout. On va continuer avec une deuxième décision rendue 10 ans après dans l'affaire Mon Plaisir. Décision extrêmement importante. Alors ici, petit cours d'histoire, lors de la Constitution de 1867, lorsque la Confédération a été créée, le Québec avait un Parlement bicaméral à 2 chambres. On avait notre Assemblée législative ainsi que l'équivalent d'un Sénat qui s'appelait le Conseil législatif. Il a été aboli en 1968, mais on a déjà eu un Parlement à 2 chambres. Et ce Sénat, cette chambre législative, ce Conseil législatif, avait notamment pour raison d'être le fait de protéger les intérêts de la minorité anglophone au Québec. Et nous l'avons abrogé de manière unilatérale par simple loi et nous avons passé le test des tribunaux.
et ça a eu lieu après l'affaire Blaikie, les tribunaux jusqu'à la Cour d'appel ont validé le pouvoir du Québec d'effectuer cette modification dans sa structure constitutionnelle sur une question de droit linguistique, et c'est valide, c'est un précédent, et ce n'est pas un précédent isolé. Cette décision a été suivie plusieurs fois, au moins 5 en jurisprudence récente. Donc, nous avons un pouvoir de modification constitutionnelle en matière linguistique. Et également, donc je vais accélérer un peu, on me fait signe. Également, donc, nous pouvons aussi aborder la voie de l'audace législative, à savoir ne même pas modifier la Constitution et carrément dire « Blaikie ne fait plus autorité, n'aurait jamais dû faire autorité » et invoquer une série d'arguments « Pourquoi ?» Donc, je vais accélérer, mais essentiellement, on pourrait ne même pas avoir à toucher aux modifications constitutionnelles en évoquant la théorie du dialogue, à savoir que les tribunaux ne sont pas des dieux. Il y a un dialogue permanent entre le législateur élu et les tribunaux. Et les tribunaux n'ont pas le dernier mot. Le législateur peut revenir à la charge en disant « Blaikie, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas la bonne interprétation du droit et nous en proposons une autre. » Le législateur peut contredire les tribunaux et doit se servir de ce pouvoir. Blaikie ne ferait plus autorité parce qu'il aurait été contredit par les arrêts CEFPO et mon plaisir. Il ne ferait plus autorité parce qu'il aurait échoué à tenir compte du pouvoir constitutionnel du Québec de protéger sa langue et sa culture, qui ont été reconnus en 2005 dans l'affaire Solski et en 2014 par le renvoi relatif à la Cour suprême. Vous savez, l'affaire sur la nomination des juges québécois à la Cour suprême, la Cour suprême elle-même a reconnu qu'on doit protéger la spécificité québécoise, dont fait partie le droit linguistique. Et finalement, on peut également mobiliser un autre argument théorique qui ne faisait pas vraiment partie du paysage juridique dans les années 70, la tradition civiliste et le droit commun au Québec, qui sont les visées fondamentales de tout système de droit, qui sont par définition localisés. Il n'y a pas un droit commun canadien. Chaque province a son droit commun. Et au Québec, 2 valeurs extrêmement importantes caractérisent ce droit commun, à savoir la sécurité juridique, qui serait garantie par un droit de langue officielle française, et surtout l'identité nationale. Finalement, on va également avancer un autre argument qui nous permettrait d'écarter l'affaire Blaikie. Je me dépêche. On pourrait évoquer carrément le fait que la langue française fasse partie du droit constitutionnel au sens matériel. La Constitution n'est pas faite que de textes écrits. Elle est également faite de principes non écrits, dont ferait partie le droit linguistique et la Charte de la langue française. Et ça, on va s'ancrer, ni plus ni moins, pour défendre une telle affirmation dans le fameux renvoi sur la sécession du Québec. On ne va pas se gêner pour l'utiliser également. Il y a 4 critères pour énoncer en quoi consiste le droit constitutionnel canadien, la théorie du fédéralisme, le principe de la démocratie, la primauté du droit et la protection des minorités. La Charte de la langue française passe tous ces tests. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre durant la pause. Mais du reste, et je vais conclure avant qu'on m'expulse de force du podium, nous entendons tous à l'idée qu'il y a un problème avec le statut actuel du droit linguistique. On n'est pas d'accord sur la direction à prendre entre le barreau, l'ancien juge Michel Bastarache, et le reste du Québec. Mais nous avons 2 voies qui sont devant nous ouvertes. La voie de la soumission. Bilinguiser complètement l'Assemblée nationale pour que nos débats parlementaires et nos lois soient toutes en bilingue et acheter une certaine paix constitutionnelle jusqu'à la prochaine revendication. Ou la voie de l'affirmation. De dire, nous, peuple du Québec, nation, avons le contrôle de notre État. Et à l'intérieur des paramètres tout à fait légaux du droit constitutionnel qui est le nôtre, nous avons la légitimité, l'autorité et la voie légale royale devant nous pour faire du français la langue officielle du droit, donc de nos lois et de nos décisions judiciaires. Et en concluant, il y a un principe que nous devons jamais oublier en tant que nation. Ce principe, il est codifié à l'article 1 de la Charte de la langue française qui dit le français est la langue officielle du Québec. Il est temps de restaurer la portée de ce principe. Mesdames et